On vit dans un univers de vagues, de la Terre au Soleil d'un côté jusqu'au tout petit mini microwave, et dans laquelle il y a cette toute petite minuscule zone entre le 60 Hz et le 12 à 15 000 que les oreilles transforment en son. Éliane Radig naît à Paris en 1932, dans une ville qui n'a pas encore refermé les plaies de la Première Guerre mondiale, et qui s'apprête sans le savoir à traverser l'une des périodes les plus violentes et les plus bruyantes de son histoire. Paris est alors un espace sonore très dense, traversé par les pas sur les pavés, les voix qui se superposent, les machines, les rumeurs permanentes de la ville. La radio commence à s'installer dans les foyers, ajoutant à l'air domestique une présence sonore continue. Rien de tout cela n'est encore pensé, analysé ou nommé, mais quelque chose s'imprime déjà. Le son est partout et il n'est jamais vraiment neutre. L'apprentissage du piano s'inscrit dans cette normalité d'époque. Il ne s'agit ni d'une vocation ni d'un choix personnel affirmé, mais d'une pratique ordinaire, presque imposée, inscrite dans le quotidien familial. Rien à ce stade ne distingue ce parcours de celui de tant d'autres enfants. Pourtant, une sensibilité particulière se développe lentement. L'attention se porte moins sur les mélodies que sur les résonances, sur les silences entre les notes, sur cette persistance étrange du son lorsqu'il a déjà cessé d'être produit. Son enfance est traversée par la Seconde Guerre mondiale. Paris devient une ville sous tension, marquée par les silences inhabituels, parfois rompus par des bruits soudains et violents. Le son cesse alors d'être un simple décor. Il devient signe, alerte, menace possible. Cette expérience ne se transforme pas en discours ni en récit spectaculaire, mais elle laisse une empreinte durable. Le corps apprend que le son peut disparaître brutalement ou surgir sans prévenir, et que le silence lui-même peut être chargé d'attente et d'angoisse. Après la guerre, la France se reconstruit et se tourne vers la modernité. Les machines, les technologies et les nouvelles formes artistiques promettent un avenir débarrassé du passé. Rien à ce moment-là ne laisse présager une trajectoire musicale singulière. Il n'est pas question de virtuosité, de scène ou de reconnaissance. Ce qui l'attire de manière encore plus diffuse, c'est le son en tant que phénomène, indépendamment de tout langage musical établi. Un jour, la radio diffuse une œuvre de musique concrète. Des bruits de train, des sons mécaniques, des fragments du réel sont extraits de leur contexte et recomposés. L'expérience n'est ni confortable, ni immédiatement séduisante. Pourtant, quelque chose se déplace. La musique n'est plus nécessairement liée à la mélodie ou à l'harmonie. Elle peut exister comme matière brute, autonome, affranchie de l'instrument traditionnel. Cette découverte agit en elle comme une secousse intérieure durable. Les machins qui sont des sons, on les met ensemble et ça fait, si ça se trouve, de la musique. Ce déplacement la conduit vers les studios de la radio française, là où s'invente une autre manière de penser la musique. Son travail commence modestement par l'apprentissage de la bande magnétique, du montage et des manipulations sonores. Le son y est découpé, déplacé, recomposé avec une précision nouvelle. Et c'est dans ce contexte que se fait la rencontre avec des figures centrales de cette aventure, notamment Pierre Schaeffer, fondateur de la musique concrète, et Pierre Henry, auprès desquels elle travaille comme assistante. Leur rigueur et leur radicalité marquent profondément cette période. Mais très rapidement, cette manière de travailler le son par découpe et recomposition apparaît comme trop autoritaire, trop directive. Le son est contraint, forcé à entrer dans des formes décidées à l'avance. Or, ce qui se dessine en elle, intérieurement, est d'un autre ordre. Le désir n'est pas de dominer le son, mais de l'accompagner, de le laisser exister selon sa propre logique, sans intervention excessive.
Sa vie personnelle impose ensuite un ralentissement. L'éducation des enfants l'éloigne temporairement de la composition. Ce retrait n'est ni un abandon, ni une parenthèse vide. Il s'installe une relation durable avec un temps étiré, non productif, affranchi des impératifs de carrière. Cette expérience du temps long deviendra déterminante. Dans les années 60, son départ pour les États-Unis ouvre un nouvel horizon. Là-bas, l'expérimentation est omniprésente et les cadres européens sont largement remis en question. Les synthétiseurs analogiques apparaissent comme des instruments encore instables, imprévisibles, loin de toute standardisation. Différentes machines sont explorées, sans fascination pour la nouveauté en tant que telle. La bande magnétique devient un terrain de recherche où le feedback, les boucles longues et les phénomènes de résonance cessent d'être des erreurs pour devenir des éléments constitutifs du son. C'est dans ce contexte que se construit progressivement une relation déterminante avec le synthétiseur modulaire ARP 2500. Cet instrument se distingue par son instabilité même. Les oscillateurs ne sont jamais parfaitement fixes. Les fréquences se croisent et produisent des battements imprévus. Là où beaucoup chercheraient à corriger ces dérives, le choix est fait de les accueillir. Et peu à peu, une relation presque exclusive s'installe, non par l'imitation, mais par fidélité. Un seul instrument suffit lorsqu'on accepte d'en explorer patiemment toutes les fragilités. Le studio devient alors un lieu d'écoute prolongée. Les gestes sont réduits à l'essentiel. Une variation infime est introduite. Puis commence une attente longue, parfois interminable. Le son évolue lentement, révélant des transformations presque imperceptibles. La musique cesse d'être une succession d'événements pour devenir un état, une durée à habiter. Rien ne commence vraiment. Et rien ne s'achève totalement. L'écoute engage le corps autant que l'oreille. Cette posture place ce travail en marge des courants établis. Il n'appartient ni au minimalisme américain, ni à la musique concrète européenne. Il suit une ligne intérieure, patiente et obstinée. C'est dans ce cadre que prennent forme des œuvres majeures, publiées sous des titres comme Adnos 1, 2 et 3, vastes étendues sonores construites à partir de micro-variations presque imperceptibles. Où l'île résonante, où le son semble suspendu, immobile et pourtant constamment vivant. Au cours des années 70, le bouddhisme tibétain prend une place importante dans sa vie. Il ne devient jamais un thème musical, ni un discours à illustrer, mais une pratique quotidienne fondée sur la méditation, la patience et l'attention. Une retraite, suivie d'un retrait temporaire de la composition, approfondit cette relation au temps et à l'écoute. Cette expérience ne donne pas de forme à la musique. Elle modifie la posture intérieure depuis laquelle le son est abordé. Lorsque son travail reprend, la démarche est encore plus dépouillée. Le numérique et l'ordinateur sont refusés, non pas par nostalgie, mais parce qu'ils promettent un contrôle trop total. L'analogique demeure essentiel précisément parce qu'il échappe à la maîtrise absolue et oblige à une écoute constante. À la fin des années 80, cette gravité trouve une expression particulièrement intense avec la trilogie de la mort, conçue non comme une œuvre dramatique, mais comme une traversée lente et silencieuse de la transformation et de la disparition. Dans les années 90, l'influence de ce travail se diffuse lentement, sans manifeste ni bruit médiatique. De jeunes musiciens découvrent une autre manière de penser la musique électronique. Puis au tournant des années 2000, l'électronique est laissée de côté.
non par rejet, mais parce que le chemin semble accompli. Son travail se tourne vers les instruments acoustiques, les corps et les souffles. Sans partition, par transmission orale, naissent des cycles ouverts, comme Nal Jarlak. Ou Occam Ocean. Toujours différent, toujours vivant. La reconnaissance, elle, arrive tardivement, sans jamais modifier la trajectoire suivie. Il n'a jamais été question d'être moderne ou en avance, mais seulement d'être juste. Le silence n'a jamais été comblé. Il a été écouté, habité, respecté. Et c'est peut-être là que se tient simplement toute une vie. Le plus simple est toujours le mieux. Ça, c'est la base, c'est le principe numéro 1 dans notre travail. Quand il y a quelque chose qui va pas très bien, si on en rajoute, ça fait encore plus de pagaille. Mais il faut au contraire voir ce qu'on peut enlever pour rendre les choses plus claires, plus nettes et plus accessibles.